Rebonjour à tous et à toutes et re-bienvenue à tous et à toutes. Alors, mon nom est Sofiane Amira, je suis directeur scientifique au CQRDA et c'est à moi qu'incombe la tâche de présenter nos deux conférenciers puis agir comme modérateur au terme de la présentation. Alors, nos deux conférenciers, illustres conférenciers, sont M. Sébastien Charret et M. Sébastien Scherer. Alors, M. Charret est directeur ingénierie et procédés et technologies chez Aluminerie Alouette depuis 2018. Il détient un baccalauréat en génie chimique. Il s'est joint à l'équipe d'Alouette depuis 1999 comme superviseur procédé à l'usine d'anode. Il a occupé ensuite plusieurs fonctions comme gestionnaire dans le cadre du projet d'agrandissement de l'entreprise phase 2, puis dans divers secteurs comme les anodes, opération des anodes, l'électrolyse, développement technologique, à la gestion des projets ainsi que l'amélioration continue. Donc, on voyait une expérience riche et très étendue. Monsieur Scherer, lui, directeur développement stratégique amélioration chez Alouette depuis 2020. Auparavant, il a occupé le poste de directeur de la santé, sécurité, environnement, système de gestion pendant 7 ans. Il s'est joint à Alouette en 2004, mais il a occupé plusieurs postes auparavant, notamment chez Hydro-Québec. C'est un expert de l'industrie de l'aluminium, de l'organisation. Il a œuvré comme dans les ressources humaines, que ce soit du côté de l'approvisionnement, puis la gestion des opérations et l'amélioration continue. Monsieur Scherer est reconnu pour être un gestionnaire polyvalent, centré sur l'action, le travail d'équipe et l'implication des employés. Alors, je cède la parole à Monsieur Scherer et à Monsieur Charret. La parole est à vous. Merci, Monsieur Mira. Oh. D'image, s'il vous plaît, Daniel. Alors, merci, Monsieur Amira. Ça fait plaisir d'être là. Merci à tous les amis du CQRDA, tous les amis d'Aluminerie Alouette d'être là ce matin. Ça nous fait plaisir, Sébastien et moi, de vous présenter notre Alouette. Claude nous a appelé les deux Sébastien tantôt. On est deux, pas seulement homonymes, en fait, on est deux Sébastien du même âge qui sont natifs de cette île et qui ont passé la carrière chez une entreprise passionnante. Ça nous fait plaisir de vous la faire découvrir aujourd'hui. Alors, on fait nos 30 ans, puis voici l'histoire d'Alouette et le futur d'Alouette. Je ne sais pas si on a accès à la présentation. Alors, on va commencer par vous parler de la petite histoire d'Aluminerie Alouette, d'une grande aluminerie. On va parler de notre croissance durant ces 30 années-là, qui est une croissance durable. Ensuite, on va parler de l'avenir, nos défis qui s'en viennent et on prévoit une période de questions à la suite que M. Amira va pouvoir modérer. Alors, la petite histoire d'une grande aluminerie. Alouette, c'est un producteur unique au Québec. On voit la carte du Québec ici, on voit le logo d'Alouette, donc près de la baie de Sept-Îles, autour de la baie de Sept-Îles, c'est-à-dire au Québec, on voit 10 sites de production liés à l'aluminium, le numéro 10 étant l'usine d'alumine de Vaudreuil. Alors, Alouette, c'est la 22e aluminerie mondiale en termes de taille, puis l'année passée, on a produit 620 000 tonnes, en fait un peu plus que 620 000 tonnes, qui était un record. Alouette représente 25 % de l'aluminium québécois. Mais Alouette est unique aussi par sa structure corporative puis son modèle de gestion basé sur les ressources humaines. Alouette est aussi à la porte d'entrée de l'autoroute bleue du fleuve Saint-Laurent, qui est un avantage indéniable. On a à cette île le plus important port minéralier en Amérique du Nord, un port en eau profonde. Et comme on voit sur la carte, là, on est à côté du poste Arnaud qui reçoit toute la puissance de Churchill Falls et de la centrale SM3, donc des avantages techniques importants. L'oiseau prend son envol en 1989. On voit ici le président du conseil d'administration de l'époque qui fait l'annonce en compagnie des premiers ministres de l'époque, M. Bourassa et M. Mulroney. Et on voit une photo aussi de ce qu'était la presqu'île Marconi à cette île avant l'implantation d'Alouette, donc un site parfait pour une aluminerie. Au départ, le premier point important, c'était la volonté claire du milieu d'accueillir l'aluminerie.
On se rappelle, Sept-Îles, c'est une ville bouillonnante dans les années 70, frappée durement par la crise du fer dans les années 80. Et Alouette venait diversifier l'économie, en fait, de Sept-Îles. Alors, le milieu était très accueillant. Proximité du réseau hydroélectrique, accessibilité d'un port en eau profonde, localisation qui facilite l'accès au marché européen ou nord-américain et une main-d'œuvre qualifiée disponible, du moins à ce moment-là. Alouette s'est faite en 2 phases. Une première phase en 1992, un investissement d'1,2 milliard de dollars. À l'époque, 264 cuves d'électrolyse de technologie AP30. Une production d'aux alentours de 285 000 tonnes. Est venue en 2005 l'inauguration de la phase 2 d'aluminerie d'Alouette, l'ajout d'une deuxième série de cuves et d'un deuxième four à cuisson d'anode. La production a passé de 300 000 tonnes à 565 000 tonnes. Un investissement de 1,5 milliard de dollars à ce moment-là. Et aujourd'hui, Alouette, en fait, regroupe les 3 grands procédés dans la chaîne de valeur de production d'aluminium primaire, c'est-à-dire qu'on fabrique nos propres anodes ici à l'interne. On a une tour à pâte, 2 fours à cuisson d'anode, en fait 4 fours à cuisson d'anode, je devrais dire. On produit 375 000 blocs d'anodes par année. On a aussi l'usine d'électrolyse, 594 cuves de technologie maintenant AP40. On est dans le cours de transition, on est très bien avancé dans cette transition technologique-là. Et l'électrolyse comprend aussi une usine pilote de 18 cuves, dont Sébastien va vous décrire les projets qui sont en cours prochainement. Et un centre de coulée. On produit chez Alouette des gueuses bas profil à l'aide de 3 carrousels de coulée hautement performants. Donc, on parlait des 3 procédés qu'on a chez Aluminerie Alouette. Donc, on a la chaîne de valeur au complet ici sur le site à Sept-Îles, puis on est surtout supporté par des départements de services qui sont locaux. Alors, tous les départements d'ingénierie, d'approvisionnement, de finances, de ressources humaines, tout est fait ici localement. La mission d'Alouette, toute bonne entreprise a une mission d'entreprise, effectivement. On est une entreprise indépendante qui optimise son exploitation en utilisant des principes d'affaires de classe mondiale. On vise toujours l'amélioration de nos procédés, toujours la performance. Mais ce qui est important de notre énoncé de mission aussi, c'est qu'on met le développement durable au cœur de la mission de l'entreprise. Et ça, depuis le début. C'est pas quelque chose d'autre qu'on a à faire, l'environnement ou le développement durable. Ça fait partie de nous, ça fait partie de nos décisions au quotidien, depuis toujours. Quand je disais qu'Alouette était une entreprise unique par sa structure corporative, Alouette est un consortium international, en fait, de 5 actionnaires. On a AMAG, une compagnie autrichienne, Investissement Québec que vous connaissez, Marubeni, une société d'investissement japonaise, Norsk Hydro de Norvège et Rio Tinto, qui sont les actionnaires du consortium. Le siège social est basé ici à Sept-Îles. Le président, M. Gosselin, et son exécutif sont à Sept-Îles. Alors, ça nous rend... On peut dire qu'on est une entreprise qui est formée par un consortium international, mais totalement local, ce qui nous rend très agile dans nos décisions et dans nos mouvements. On en a eu une très belle preuve il y a un peu plus d'1 an. En mars 2020, vous vous rappelez probablement de cette date-là, où le premier ministre Legault nous a annoncé qu'au-delà de la pandémie, il allait fermer les entreprises. Vidéo, s'il vous plaît. Vidéo, s'il vous plaît. C'est une vidéo Legault. Donc, aujourd'hui, j'ai pris la décision de fermer toutes les entreprises et tous les commerces, sauf pour les services essentiels, jusqu'au 13 avril. Donc, Bonjour, Monsieur le Premier ministre, messieurs, dames. Est-ce que l'exclusion, en fait, la fermeture de tous les commerces, ça inclut l'industrie de la construction et les alumineries, par exemple, parce que les alumineries ont une situation particulière, ne peuvent pas arriver comme ça puis fermer les machines. Là. Vous connaissez un peu le principe. Est-ce que ça touche ces 2 industries-là? Oui, ça touche la construction, ça touche les alumineries.
Alors, à ce moment précis-là, on était en rencontre de direction et on a eu tout un choc, mais on a vu une preuve indéniable de l'agilité d'Alouette. Tout le monde s'est mis en mode solution immédiatement. On a impliqué les employés, on a formé un comité, on a trouvé des solutions. Les employés ont été résilients sur toute la ligne dans la situation de la COVID pour s'adapter rapidement. Et puis, on a conçu des mesures immédiatement, des mesures de prise de température à l'entrée du site, de contrôle des accès, d'isolation. On a tout un réseau de stations visuelles à l'interne pour le démarrage des quarts de travail. Ce réseau de stations visuelles-là, pour le maintenir, qui est en présentiel, bon, on l'a mis en virtuel dans un temps record. Alors, tout le monde a fait preuve de beaucoup de résilience, beaucoup d'agilité et on peut être fier du travail accompli. On est en zone verte aujourd'hui, c'est pas fini, mais jusqu'à maintenant, on n'a eu aucune éclosion ou contagion liée à nos opérations. Puis on est très, très fiers de ça, puis c'est grâce à la résilience de tous les employés et de tous les gestionnaires. Comme je vous dis, notre principal atout chez Alouette, comme l'a dit M. Gosselin aussi tantôt, c'est nos employés. Minerais Alouette a un système de gestion participative novateur. On est une entreprise qui met l'employé au centre de nos décisions. On est non seulement le plus important employeur privé de cette île, avec 1300 emplois directs sur le site, et un des plus importants employeurs autochtones hors réserve, mais on est aussi un employeur qui gère ses ressources humaines sans tierce partie. On est fiers de ça aussi. On le fait dans la collaboration et dans le respect toujours. On voit ici aussi une photo du pavillon universitaire Alouette UQAC, qui est situé sur les terrains du cégep de cette île. On a une très bonne collaboration à ce niveau-là pour développer les compétences de nos employés et de notre future main-d'œuvre, en fait, pour affronter les défis des prochaines années. Engagement dans notre communauté. Alouette, c'est une entreprise qui est très engagée dans sa communauté. Près de 200 organismes soutenus annuellement dans des causes variées comme les arts, la culture, le développement durable, le développement socio-économique, l'éducation, santé, sport et loisirs, le milieu communautaire et autochtone. Mais on est surtout un citoyen corporatif qui est responsable et qui respecte toujours ses engagements. Et c'est ce qui a bâti notre crédibilité dans le milieu au cours des 30 dernières années. La communauté autochtone Innu de Uashat-Mak-Maniotenam, c'est un partenaire incontournable pour nous et pour notre pérennité. Alors, on est en communication constante avec les leaders, avec le chef, avec les instances économiques et politiques. On a des programmes de développement de main-d'œuvre, on fait de l'embauche, puis c'est naturel pour nous de le faire, support aux organismes communautaires. Alors, c'est un partenaire de longue date et pour longtemps encore. Pour toujours, en fait. Quelques faits saillants socio-économiques. Bon, achat de biens et services de plus de 500 millions au Québec. Un réseau de 700 fournisseurs, dont 238 sur la Côte-Nord. On contribue annuellement à différentes chaires universitaires et collégiales de recherche, au support au développement aussi de la grappe industrielle en transformation de l'aluminium avec, vous le savez sûrement, un programme de création d'emplois assez ambitieux pour lequel on a livré la marchandise dans les années 2010. 2017 environ. Alors, on est très fiers de ça aussi, mais au-delà des chiffres, en fait, ce que c'est Alouette, c'est un producteur performant, respectueux de son environnement. C'est un employeur de choix pour près de 900 employés passionnés. C'est un partenaire d'excellence pour plus de 700 fournisseurs. C'est une entreprise engagée pour les communautés. Puis, c'est une grande famille tissée serrée. C'est ça notre Alouette. Maintenant, je vais passer la parole au premier Sébastien, je partais pour dire à l'autre Sébastien, à mon homonyme Sébastien qui va vous parler de notre croissance pendant les 30 dernières années. Merci Sébastien. 30 ans, ça passe vite. Quand j'ai fait les graphiques, 1992, au début d'Alouette, je terminais mes études au cégep de Sept-Îles en sciences. Me préparais à partir à Montréal, à l'Université McGill, pour mes études en génie chimique. Fait que c'est un plaisir pour moi de vous présenter tout l'accomplissement de l'équipe d'Alouette en termes de croissance et de production et tous les défis qu'on a fait face au cours de ces années-là et les prochains défis qu'on va faire face au cours des prochaines années.
Fait qu'en termes de croissance, une aluminerie, deux gros leviers en termes de croissance pour augmenter la capacité de l'usine. Le premier levier, c'est l'intensité de courant. L'intensité de courant chez Alouette, on a débuté en 92 à 298 000 ampères. Aujourd'hui, on s'approche du 395 000. En fait, on est à 395 000 et on a déjà à l'essai des cuves autour de 400 000 ampères. Fait que l'augmentation de l'intensité a permis d'augmenter la capacité de nos cuves d'environ 30 au cours des 30 dernières années, ou 29 dernières années. C'est 30 de plus de productivité cuve, mais c'est aussi tous nos employés qui doivent augmenter leur productivité pour livrer ce métal-là à nos clients. L'autre levier qui est aussi important, c'est le nombre de cuves en opération. Puis Alouette, en 2005, avec l'investissement de la phase 2, on a augmenté de 2,25 la capacité de l'usine avec l'introduction de 330 cuves dans ces années-là. 330 cuves, dont 18, là, qui est l'usine pilote. On a vu la vision de créer une usine pilote pour tester des nouveaux brasquages, tester des nouvelles stratégies de contrôle. Ça a permis de faire évoluer un peu le développement, la croissance. Vous voyez un peu sur le graphique d'intensité. Les premières années, c'était une croissance par plateau. On a introduit un nouveau package de technologie. On faisait une poussée de croissance. On maintenait le plateau au cours des 4-5 années suivantes. Et ensuite, on répétait le processus. L'usine pilote a permis de pouvoir attaquer la croissance de façon plus soutenue d'année en année en allant au-devant. En allant au-devant des défis auxquels on faisait face. Claude, tantôt, a parlé de l'hydroélectricité. C'est une ressource importante pour les alumineries. C'est un coût important aussi pour les alumineries. On parle de 30 environ de nos coûts d'opération liés à l'électricité. À Alouette, on s'est positionné rapidement au début des années 2000 comme un leader en consommation d'énergie. Vous voyez le graphique qui est la quantité d'énergie requise pour faire une tonne d'aluminium. Mais c'est un défi constant. Être leader, l'industrie suit et te rattrape et on fait face à ces défis-là aujourd'hui, de continuer nos améliorations et de demeurer un leader mondial en termes de consommation énergétique. Au niveau être un chef de file, comment qu'on fait ça? Ça a été intéressant. Une usine, une aluminerie, 95 de l'énergie qu'on consomme va directement vers la production de métal. 5 c'est l'énergisation de nos équipements auxiliaires. Mais il faut travailler toute l'équipe ensemble à éliminer le gaspillage. C'est le plus important dans le succès de la consommation spécifique d'énergie. L'infrastructure, c'est important. Une fois qu'elle est construite, par exemple, est pris avec. Le brasquage est l'élément où on va travailler le plus pour aller chercher l'amélioration. C'est important des fois de sortir des sentiers battus. Le meilleur exemple qu'on a chez Alouette, c'est à la fin des années 2000, début des années 2010. On a procédé on est sorti des sentiers battus. 40 de l'énergie dans une cuve et des pertes de chaleur. Et on a pris le risque d'arrêter des cuves. On était en situation contrainte énergétique. On a pris la décision, le risque d'arrêter des cuves pour récupérer ces pertes de chaleur-là et les transférer en production dans les autres cuves. Fait que c'est pas quelque chose qui est très facile à faire et très facile à vendre à ton exécutif de diminuer le nombre de cuves en opération pour augmenter la production, mais c'est quelque chose que les gens ont fait et ont réussi. Mais à la base, à la fin, là, ça prend des employés dédiés dans le changement, être leader, être premier de file. Tu vas être les premiers à faire face tu vas être le premier à faire face à des nouveaux problèmes que l'industrie n'a pas vécu. C'est un peu ce qui est arrivé à Alouette au cours des années. Un des meilleurs exemples,
de problèmes qu'on peut faire face quand on cherche l'amélioration de l'efficacité énergétique, c'est les effets d'anode. Sébastien, tantôt, a parlé un peu plus de performance environnementale. L'effet d'anode est un grand élément au niveau performance environnementale. Pour ceux qui ne savent pas c'est quoi l'effet d'anode, ce qu'un effet d'anode, c'est la cuve tombe avec un manque d'alumine. Ça veut dire qu'il manque d'alumine dissous dans notre bain, ce qui entraîne la génération d'un gaz isolant pour la cuve. Puis ce gaz-là est néfaste pour la couche d'ozone, de là les gaz à effet de serre. Puis ça perturbe l'opération de la cuve. On voit notre historique, on voit que dès qu'on a commencé à vouloir aller dans des zones qui étaient moins connues et les changements technologiques qu'on apporte peuvent amener des problèmes que l'équipe doit travailler à solutionner. Donc, on voit 2 changements technologiques là, qui se sont faits qui n'étaient pas adaptés à nos opérations. On était les premiers à aller dans les zones de très bas ACD pour réduire la consommation d'énergie et on a eu les problèmes. Mais aujourd'hui, les technologies évoluent à grande vitesse. On a l'intelligence artificielle qui commence à être beaucoup utilisée, qui nous a permis de ramener nos niveaux d'effet d'anode presque au niveau qu'on était originalement en 92, mais avec 100 cas de plus dans nos. L'intelligence artificielle, comme je disais, quand j'ai commencé l'électrolyse, on faisait ce qu'on appelle une revue de journaux. C'était une revue quotidienne. On regardait les résultats de chaque cuve. Aujourd'hui, avec les données, avec les sciences de données, avec l'intelligence artificielle, on fait de la surveillance de 594 cuves et on le fait live. On a des données à la minute. Les cuves d'exception ressortent très rapidement. Et on a des équipes dédiées d'informatique qui nous travaillent des nouveaux modèles de prédiction, des nouveaux modèles pour détecter les anomalies de cuves. Ça nous a permis rapidement de descendre notre fréquence d'effet d'anode autour de 50%. On est capable de prédire l'effet d'anode 4 à 12 heures avant son occurrence avec les modèles d'intelligence artificielle. Sébastien, es-tu capable d'avancer à la prochaine slide? Ah, c'est bon, ça vient de le faire. Parlant de technologie, je parlais tantôt à l'université en 92, je pense que c'était les débuts d'Internet dans ce temps-là. Ça a été mes premiers contacts avec Internet. Aujourd'hui, 30 ans plus tard, la technologie a tellement évolué. C'est incroyable la vitesse. Fait qu'Alouette, on est en train de se positionner dans l'automatisation, dans l'usine 4.0. On a une grosse infrastructure de données qu'on cherche à socialiser jusqu'avec nos opérateurs. On investit dans la robotisation, dans l'assistance à l'opération, dans les AGV. Le plus important dans tout ça, c'est les nouvelles technologies, c'est qu'il faut impliquer nos gens, il faut impliquer nos opérateurs dans leur implantation. On a un bon exemple de ça à l'atelier de scellement où on a installé une nouvelle station pour faire l'inspection de nos tiges et qu'on a fait participer nos opérateurs dans sa conception et son déploiement. Si tu es capable de mettre la vidéo du robot écumeur. Bon an, mal an, Aluminerie Alouette investit de 30 à 40 millions de dollars dans divers projets qui touchent toutes les sphères de l'entreprise. Un bel exemple d'innovation, la station d'inspection des hexapodes, un investissement de près de 1 million de dollars mis en service en 2018. Derrière chaque réalisation, on s'en doute, une équipe d'hommes et de femmes se déploie pour mener à bien les projets.
Au département des anodes, on récupère les anciennes ensembles anodiques pour en faire de nouvelles pour l'électrolyse. Et la station d'inspection des tiges, la ZIS 3D, sert à cela justement, réinspecter les tiges, savoir si elles sont bonnes et elles peuvent retourner dans la production. Le tout est géré par notre automate. Elle fait en plus une simulation de scellement. Donc, elle va simuler que l'hexapode, les rondins, rentrent bien correctement dans les deux blocs d'anode. Et comme ça, bien, il n'y a pas d'erreur. On est sûr que quand elle continuera son chemin, ça va fonctionner tout au long de la ligne. Précédemment, on inspectait les tiges manuellement avec certains gabarits. La station, elle inspecte elle-même les tiges et requiert très, très peu d'intervention humaine. Je crois que pour toute entreprise, l'avancement continu est très important. Dans un marché mondial où est-ce que c'est très compétitif, si on veut être capable d'avancer, il faut trouver des solutions. Je suis très fière d'avoir participé à ce projet-là. J'ai vraiment très hâte de participer à d'autres projets semblables. Aluminerie Alouette, une entreprise résolument tournée vers l'avenir. J'ai dit robot écumeur, mais c'est une station d'inspection des tiges. Sébastien va vous présenter le robot écumeur un peu plus tard dans la présentation. Sébastien, mon contrôleur de slide, si tu es capable de l'avancer. Oui, je vais te les avancer à l'avenir. Ouais. Ce qui est intéressant, souvent les modèles financiers qu'on fait dans l'industrie, on se base tous sur une durée de vie de 25 ans. La réalité, là, ça prouve qu'une aluminerie, on le voit avec les actifs qu'il y a au Québec, ça dure plus que 25 ans. Fait que, Claude, tantôt, parlait des investissements futurs qu'on va avoir chez Alouette. Ce qu'on fait avec nos actionnaires, on a toujours un plan de 10 ans qui est revu annuellement. Puis on regarde tous les investissements requis là, pour maintenir la compétitivité de notre actif. Puis c'est sûr qu'on va toujours regarder au niveau performance, santé, sécurité. Il n'y a pas une tonne de plus qui peut être produit qui entraînerait un employé, qui empêcherait un employé de sortir de l'usine de la même façon qu'il est rentré le matin. Fait qu'on vise toujours à augmenter, à améliorer nos performances en santé et sécurité, réduire notre empreinte environnementale. La productivité cuve, c'est sûr que c'est un enjeu important. Et on n'est plus une jeune usine, fait que le maintien de nos actifs, la gestion de nos actifs est très important. Prochaine slide, Sébastien. Je vous ai parlé tantôt de l'usine pilote qu'on a construite. L'usine pilote, c'est un groupe de 18 cuves qui a été installé au bout de la série 1. On a une capacité de 0 à 30 cas de plus que la série, fait que ça nous permet de rapidement pouvoir regarder le long terme et regarder aussi des impacts court terme de nos opérations. Il y a un CTG dédié à la performance environnementale, à regarder les impacts de nos opérations sur la performance environnementale de l'usine. On s'en sert pour des nouveaux brascages. On évalue aussi l'impact des champs magnétiques sur des équipements. Et on va s'en servir aussi pour collaborer justement avec les milieux universitaires, collégiales, les entrepreneurs, le privé, pour développer l'industrie de l'aluminium. Je vais repasser la POC. On a joué au hockey ensemble, moi et Sébastien aussi, quand on était jeunes. Je vais repasser la POC à Sébastien pour continuer au niveau du développement durable. Écoute, une pause sur la palette. Alors, une pause sur la palette, Sébastien. 30 ans de développement durable. Je vois le temps qui file, puis je veux qu'on ait le temps de poser des questions. Alors, je vais aller quand même assez vite, mais l'impact environnemental, minimiser l'empreinte environnementale fait partie de la mission de l'entreprise. C'est pas quelque chose de plus qu'on doit faire, ça fait partie de nous. L'empreinte environnementale, on parle de l'air, de l'eau et des matières résiduelles. Alors, bref tour de piste de ces domaines-là. Au niveau des émissions atmosphériques, on contrôle évidemment les émissions à la source qu'on veut minimiser et
On monitore en temps réel les résultats sur l'air ambiant de la région de cette île. On a pour ça 4 stations d'échantillonnage d'air ambiant qu'on échantillonne et qu'on suit très rigoureusement. Évidemment, le plan d'échantillonnage est respecté à 100 %, ce qui est décrit par notre attestation d'assainissement du ministère de l'Environnement. Toutes les normes, tous les critères sont largement respectés, mais au-delà des normes, en fait, c'est la performance des équipements puis l'excellence des pratiques opérationnelles par les opérateurs qui sont les clés de l'amélioration de notre empreinte atmosphérique. Puis en termes de GES, bon, on sait tous que le Québec est leader mondial en termes de production de GES par tonne. On voit ici une représentation graphique qui montre les différents pays puis l'intensité d'émissions de gaz à effet de serre en ordonnée, là, en Y. La moyenne mondiale, c'est 12 tonnes de gaz à effet de serre par tonne d'aluminium. Puis ici, au Québec, on est à 2 tonnes de gaz à effet de serre par tonne d'aluminium grâce à l'hydroélectricité. Et au Québec, Alouette est un chef de file. On en est fiers, puis on continue de travailler à s'améliorer. On sait qu'on a un potentiel un peu limité parce que c'est les gaz à effet de serre qui restent, c'est largement au-dessus de 80 % des procédés fixes qui sont donc par définition incompressibles. Mais on a quand même des zones où on est capable d'aller faire des petites améliorations pour être certain de rester dans le peloton de tête et de s'améliorer. Et comment aller plus loin? Actuellement, on fait des travaux dans le CTG 18 cuves, dans l'usine pilote de 18 cuves, qui a son propre CTG, ce qu'on travaille à trouver des matériaux d'anode ou des combustibles qui seraient carboneutres et améliorer l'empreinte environnementale des anodes de carbone. Et aussi, on en a parlé un petit peu d'entrée de jeu, on est en train d'implanter le gaz naturel pour la cuisson des anodes. Le chantier est en cours, c'est un investissement de plus de 23 millions de dollars. Alors, et ça constitue en fait la première implantation de gaz naturel sur la Côte-Nord, c'est pas rien. Il n'y a pas de pipeline, il n'y a pas de gaz naturel sur la Côte-Nord, on va être les premiers à l'utiliser. Un investissement de 23 millions de dollars. Comme je disais, début de construction en mai 2021, puis en décembre 2021 de cette année, on devrait être en mesure de cuire des anodes avec du gaz naturel chez Aluminerie Alouette. Ce qui va représenter une réduction quand même importante de 30 % des gaz à effet de serre liés au combustible. Actuellement, on cuit nos anodes avec du mazout lourd. Alors, c'est une amélioration de 30 % pour ce procédé-là. C'est un chantier qui va très bien jusqu'à maintenant en termes de santé sécurité, en termes d'avancement. On devrait battre nos échéanciers. Alors, on est très content. C'est un projet qui va améliorer nos coûts d'opération puis qui est un partenariat gagnant-gagnant avec un partenaire solide qui est Énergir, en l'occurrence. En termes d'utilisation responsable de l'eau, on doit mentionner qu'Aluminerie Alouette ne rejette aucun autre procédé. Aucun autre procédé n'est rejeté par Aluminerie Alouette. Toute l'eau de procédé est recyclée à l'interne. On a un réseau pluvial qui collecte donc les eaux de pluie avec un bassin de sédimentation. Et on échantillonne évidemment ce bassin-là avant de remettre l'eau de pluie au fleuve. Là. Et on suit en fait à travers un observatoire de recherche en partenariat avec le port de Sept-Îles et le cégep de Sept-Îles. Il y a un observatoire de veille environnementale sur la qualité de l'eau de la baie de Sept-Îles à laquelle on participe. Et qui dit utilisation d'eau, dit aussi utilisation d'autoroute bleue. Plus de 90 % de notre production, des 620 000 tonnes l'an dernier, ont été expédiées par voie maritime, par barge ou par bateau vers le Midwest américain ou l'Europe, vers les Grands Lacs ou vers l'Europe. Alors, on maximise ainsi donc les installations portuaires, puis on évite des dizaines de milliers de camions à chaque année avec ça, qui donnent des centaines de milliers de tonnes de gaz à effet de serre évitées. Alors, comment aller plus loin en termes de gestion de l'eau? Bon, c'est maximiser la voie maritime. On est à 90, ça veut dire qu'il y a encore du potentiel. Réduire notre consommation d'eau en récupérant peut-être de l'eau de pluie. On a des projets là-dessus. On a une équipe d'environnement qui est dédiée, qui essaie de trouver des solutions. Puis on est en train de remettre à niveau nos contrôles des eaux souterraines, nos piézomètres, et nos systèmes d'échantillonnage pour assurer un bon suivi rigoureux pour le futur. Et en termes de gestion de matières résiduelles, qui est un très, très gros défi d'avenir,
En fait, on est très ambitieux. Premièrement, ça part avec une base solide. Ça fait 10 ans qu'on est attesté. Ici, on recycle. Et puis, on voit la progression. On est passé du niveau 1 au niveau 2, au niveau 3. Et puis maintenant, on a la certification élite du programme Ici, on recycle. Notre taux de valorisation est passé au-dessus de 90 % grâce à des initiatives qu'on a fait en partenariat avec nos employés. Petit exemple ici, là, dans l'ensemble des secteurs opérationnels, il y a des bennes qui sont disposées de couleurs différentes pour les différents matériaux. Et puis à l'extérieur, il y a des zones de collecte, des gros conteneurs avec les mêmes codes de couleurs. L'employé en chariot élévateur qui va vider sa benne dans le conteneur n'a pas besoin de sortir de son chariot élévateur parce qu'on a développé un système de benne auto-basculante. Toutes des idées d'employés comme ça qui sont venus de projets d'amélioration continue, d'implication, puis on n'a pas eu besoin de forcer, c'est venu des employés, puis c'est ça qui est magique dans ce dossier-là. Puis ça reflète vraiment la philosophie de gestion d'Alouette, puis le climat qu'on a ici chez Alouette en termes de partenariat avec nos employés. L'économie circulaire, c'est dans notre ADN. Comme je vous le disais, là, on a parlé des matières domestiques, là, puis des zones de tri, mais tous les sous-produits sont un potentiel pour nous de valorisation ou de recyclage. Actuellement, on valorise 80 % des matières générées. Toutes les anodes rejetées, les mégots d'anodes sont recyclés pour faire des nouvelles anodes. La cryolite, où tous les produits fluorés sont remis en cuve. Et l'ensemble des matières résiduelles qu'on ne peut pas traiter à l'interne, on trouve des fournisseurs autorisés qui vont recycler ou revaloriser. On a un réseau de fournisseurs performants, des bons partenaires à ce niveau-là. Une chose qu'on est très, très fiers, je pense qu'on est en avant de la scène sur celle-là, c'est qu'on a réussi à éliminer les écumes de métal complètement par des idées d'employés. Alors, je vais demander de passer la vidéo, s'il vous plaît. Vous allez voir les robots écumeurs qui ont éliminé les écumes chez Aluminerie Alouette. Bon an, mal an, Aluminerie Alouette investit de 30 à 40 millions de dollars dans divers projets touchant toutes les sphères de l'activité de l'entreprise. Bel exemple d'innovation, 3 robots écumeurs mis en fonction en 2019 au coût de 2,5 millions de dollars. Derrière chaque réalisation, une équipe d'hommes et de femmes se déploie pour mener à bien les projets. L'espace au centre de coulée sert principalement à la coulée des gueuses de métal. On a un métal environ à 800 degrés qu'on doit enlever l'écume pour avoir un produit fini qui respecte nos standards de qualité. Avant, avec l'ancienne pelle, après 4-5 creusets, il fallait aller vider une benne. Avec le nouveau procédé de robot, on peut garder directement la panne et remettre dans le creuset sans avoir de déplacement de chariot élévateur. Toute la partie refonte qu'on devait envoyer à l'extérieur, elle va être traitée à l'interne par notre procédé régulier de siphonnage aluminum. Le projet du robot écumeur a été créé avec une idée d'un opérateur. On a travaillé plusieurs mois à développer les outils, la conception de la cellule au complet. On peut toujours optimiser en continu. C'est facilement adaptable à différentes problématiques qu'on a. Le projet nous a permis d'avoir nos gains espérés en santé-sécurité, en productivité, en qualité et en coût. Aluminerie Alouette, une entreprise résolument tournée vers l'avenir. Pardon. Pardon, donc comme vous pouvez voir sur la vidéo, on a réussi à éliminer l'expédition d'écume à l'externe, le traitement de l'écume à l'externe. On recycle les écumes dans nos creusets, puis on retourne ces écumes-là vers l'électrolyse et les écumes roulent en boucle fermée alors, à l'aide de ces robots-là. Et vers où on s'en va? En fait, comment aller plus loin? L'objectif, c'est 0 déchet. Et puis, on s'est associé avec une entreprise québécoise innovante que vous connaissez probablement, Pyrogenesis, pour valoriser les résidus d'aluminerie en général. Alors, c'est une entreprise québécoise qui est très innovante, puis c'est un projet de recherche qui est supporté par le ministère de l'Économie et de l'Innovation. Alors, c'est un partenariat gagnant-gagnant qu'on a établi
en mars de cette année. On est très fiers de ça. Et il y a beaucoup de potentiel. Et la vision, elle est commune, elle est ambitieuse, c'est d'éliminer l'enfouissement d'ici 2030 complètement. Et puis on sait que moins on en a, plus c'est difficile d'arriver à l'objectif. Le dernier 20 % est beaucoup plus dur que le premier 80 %. Alors voilà, en termes d'environnement, je vous invite à rester à l'écoute dans les prochains jours, prochaines semaines. Notre rapport de développement durable 2020 va être disponible sur notre site web. Alors, je repasse la parole, une autre passe à l'autre Sébastien. J'espère que le Canadien va avoir la même fluidité ce soir. Pas besoin de faire le tour de toutes les belles propriétés de l'aluminium. Je pense que celle-là que je voudrais qu'on mette l'accent dessus, c'est le recyclage à l'infini. Je pense que c'est quelque chose que le Québec doit exploiter, doit chercher à innover pour permettre à la génération future de bénéficier de tout le métal qu'on va avoir produit comme producteur primaire. Donc, je pense que c'est un des éléments importants à retenir de l'aluminium. C'est un produit qui est recyclable à l'infini, qui va pouvoir être utilisé par les autres générations. Puis au niveau Québec, on a été des leaders. Je pense qu'on est reconnu mondialement au Québec comme des leaders en production d'aluminium. Sébastien et Claude ont mentionné l'avantage au niveau gaz à effet de serre, impact sur le climat de l'aluminium québécois. Fait qu'il faut continuer dans ce sens-là. Faut que le travail des gens du Québec qui ont permis de devenir leader puisse se transmettre à la prochaine génération là, à travers l'innovation dans les nouvelles technologies. Sébastien, on va te laisser terminer. Alors, l'avenir d'Alouette, nos ambitions, on veut être une entreprise moderne, une entreprise performante. On est, après 30 ans, on est à la croisée des chemins. Alors, on veut être une entreprise 100% circulaire, avec la plus faible empreinte carbone au monde. On veut être une usine ultra connectée et automatisée, qui intègre les données disponibles dans une infrastructure d'intelligence artificielle performante. On veut être un moteur économique et d'amélioration pour nos partenaires puis notre milieu. Puis on veut surtout continuer d'être un employeur de choix. Et puis notre plus important défi pour les prochaines années, c'est notre équipe. Alouette, c'est un employeur de choix qui performe grâce à ses employés, mais là, plusieurs de ces employés-là partent à la retraite et au cours des 5 prochaines années, on va faire l'embauche de plus de 250 personnes, des emplois de qualité supérieure dans une région, dans ma région natale, dans la région natale de Sébastien, où la qualité de vie est exceptionnelle et où la main-d'œuvre est rare. La Côte-Nord, malheureusement, connaît un déclin démographique depuis plusieurs années, puis la main-d'œuvre est rare. Et c'est un défi important, c'est un défi de culture important, mais la culture d'Alouette, ça demeure la base de notre réussite au cours de 30 années, puis la base de la pérennité pour les 30 prochaines années. Alors, on considère que après 30 ans, on a une vision qui est moderne pour au moins 30 ans encore. On célèbre nos 30 ans l'année prochaine, puis on vous invite à venir visiter l'usine lorsqu'on pourra vous accueillir, en fait. Alors, on vous remercie beaucoup de votre attention. On va prendre des questions s'il y en a. Et merci au CQRDA également. Est-ce qu'il y a des questions? Bon, merci monsieur. Merci beaucoup pour cette présentation très intéressante, très enrichissante, qui nous fait découvrir Alouette sous plusieurs angles, l'angle technique, technologique, mais innovation, R&D, mais aussi l'angle social, le respect de l'environnement. Moi, personnellement, le côté social m'a impressionné, surtout l'engagement envers les communautés autochtones. Ça, c'est vraiment digne de mention dans votre cas. Je ne sais pas si on a des questions. S'il y a des questions, juste tapez
Il n'y a pas de questions, OK. Ben, je pense qu'on va mettre fin alors à ça. Donc, merci, messieurs, encore une fois, et au plaisir de vous rencontrer en chair et en os chez vous très bientôt. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci à tous. Au revoir.